Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va explorer une méthode franchement fascinante pour transformer une équation différentielle abstraite en un réseau de neurones tout à fait fonctionnel. C'est l'essence même de ce qu'on appelle les réseaux de neurones informés par la physique, ou PINS pour faire court. L'idée de cette analyse, c'est de voir comment on peut marier la théorie mathématique la plus pure avec l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes complexes. Au programme, pour structurer tout ça, on commence par se demander pourquoi choisir l'équation de Poisson. Ensuite, on décortiquera l'architecture et la vision PIN, on passera à la formulation de la fonction coût, au point clé du code, on fera un petit match entre la méthode classique FEM et les PINs, et on finira avec les limites et les prochaines étapes. Bref, une vraie feuille de route pour faire le pont entre la théorie mathématique et le code PyTorch. Section 1. Pourquoi l'équation de Poisson ? Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'avec un sujet aussi pointu que les pins, on serait presque tenté de se lancer direct sur un modèle ultra complexe. Mais en fait, cette équation, c'est le point de départ pédagogique parfait. Elle permet de maîtriser les fondamentaux sans se noyer dans une physique interminable. Regardons de plus près comment elle est construite, cette fameuse équation de Poisson 1D. C'est une équation aux dérivées partielles, elliptiques, statiques et assez simple. Elle fait intervenir des dérivées secondes, le fameux U''. Et elle évolue sur un domaine spatial super clair entre 0 et 1. Et surtout, elle est encadrée par des conditions aux limites de Dirichlet très strictes. La valeur de la fonction doit impérativement tomber à 0 aux deux extrémités, et ce sont justement ces contraintes fixes qui vont guider l'apprentissage du réseau. Pour rendre ça un peu moins abstrait et l'ancrer dans le réel, on peut faire une analogie assez sympa. En fait, l'équation de Poisson se comporte exactement comme un mini-problème de mécanique des structures. C'est l'équivalent direct de l'équation d'équilibre d'une petite barre physique en une dimension, si on considère que sa rigidité structurelle vaut 1. Une vraie dynamique mécanique se cache dans ces quelques variables. Alors bien sûr, avant de demander à un réseau de trouver la solution, il faut qu'on la connaisse de manière exacte. Le processus est assez logique. On choisit une solution de départ, disons la fonction sinus. Ensuite, on calcule méticuleusement sa première dérivée, puis sa seconde dérivée. Tout ça nous permet de définir la fameuse cible finale du problème, l'expression mathématique exacte que notre IA va devoir affronter et approximer. Section 2, l'architecture et la vision PIN. Là, on change complètement de monde. On met de côté la méthode traditionnelle qui consiste à résoudre directement les équations aux dérivées partielles par discrétisation. À la place, on va construire une approximation continue générée par un réseau de neurones. En gros, on transforme un casse-tête de résolution en un pur problème d'optimisation. Du coup, l'architecture sur laquelle on part, c'est un perceptron multicouche classique, un MLP. On a une couche d'entrée pour la variable spatiale X, suivie de 3 couches cachées bien denses avec 32 neurones chacune, et enfin une couche de sortie qui va nous cracher notre approximation. Ici, le réseau agit vraiment comme un approximateur global de notre fonction mathématique. Mais attention, et c'est vraiment le point crucial ici, le choix de la fonction d'activation. C'est absolument vital d'utiliser la fonction tan. Pourquoi ? Parce qu'elle produit des courbes lisses et continues, ce qui garantit l'existence de dérivées secondes valides. A l'inverse, si on prend une activation très populaire comme ReLU, eh bien c'est le crash assuré. Sa dérivée seconde est nulle presque partout, ce qui stoppe net l'apprentissage de la physique. Section 3, formulation de la fonction coût. Maintenant qu'on a l'architecture, comment est-ce qu'on force concrètement des neurones informatiques à respecter les lois de la physique ? Tout se joue dans la fonction coût, qui va littéralement pénaliser le modèle à chaque fois qu'il s'éloigne de l'équation de Poisson. Ça se fait en 3 étapes super claires. Étape 1, on calcule la perte PDE, c'est-à-dire l'erreur quadratique moyenne par rapport à la physique à l'intérieur de notre domaine. Étape 2, on calcule la perte aux limites, pour s'assurer que les contraintes géométriques au bord sont bien respectées. Et enfin, étape 3, on additionne tout ça pour obtenir notre perte totale. Le réseau n'a pas le choix, il est contraint d'apprendre la dynamique interne tout en s'ancrant aux extrémités. Section 4, les points clés du code. On a vu les maths, on a la théorie en tête, il est grand temps de relier toute cette logique d'optimisation aux lignes de code concrètes en utilisant PyTorch. C'est toujours fascinant de voir à quel point les concepts de calcul s'alignent avec les arguments de PyTorch. Pour obtenir notre premier gradient spatial, il faut absolument utiliser requires_grad_true pour activer la différenciation automatique. Et pour pouvoir dériver encore une fois et obtenir notre fameuse dérivée seconde, l'argument createGraphTrue est incontournable. Sans ça, le moteur de rétropropagation est incapable de faire son travail. Le tout calculé sur 100 points générés aléatoirement sur notre domaine. Ensuite, le cycle d'apprentissage en lui-même est une boucle implacable en 5 temps. 1. La passe avant, le réseau fait sa prédiction. 2. La différenciation automatique calcule les gradients.
3. On mesure l'écart avec la physique exacte pour avoir le résidu. 4. On combine les erreurs. Et 5. L'optimiseur Adam fait sa rétropropagation et ajuste les paramètres. On fait tourner cette mécanique bien huilée sur 5000 époques avec un taux d'apprentissage de 10 puissance -3 et la précision s'affine. Section 5. La lecture FEM contre PIN. C'est très instructif d'opérer un petit changement de perspective à ce stade, particulièrement pour ceux qui bossent dans l'ingénierie classique. Comparons un peu la méthode des éléments finis, archi connue, avec cette toute nouvelle approche neuronale. Et ça illustre brillamment la rupture technologique en cours. D'un côté, on a la FEM, une approche locale, avec un maillage physique lourd et un équilibre faible. Et de l'autre, on a les PN, une approche purement globale, sans aucun maillage, qui utilise une fonction continue et impose un équilibre fort, simplement par la force d'un processus d'optimisation mathématique. Section 6, pour finir, les limites et les prochaines étapes. Oui, les résultats sont superbes, mais il faut garder la tête froide. On vient de décortiquer un modèle de nature hautement pédagogique. Il est indispensable de lister ses limites avant d'imaginer le déployer sur de gros projets. Si on applique ce code tel quel sur des problèmes de production réels, on va se heurter à des murs. Les points d'échantillonnage sont fixes au lieu d'être adaptatifs. La fonction de perte n'est pas pondérée, créant un vrai déséquilibre de force. On dépend uniquement de l'optimisateur Adam, ce qui est souvent trop léger face à des dynamiques complexes. Et l'architecture est vraiment basique sans aucune normalisation. Ce sont de vrais défis à garder en tête pour le débugage futur. Mais bon, malgré ces limites d'ingénierie, il y a une phrase qui résume parfaitement l'exploit qu'on vient d'analyser. On a créé un solver différentiel meshless différenciable basé optimisation. L'alliance redoutable de l'approximation continue, de la différenciation automatique et de l'optimisation non linéaire, le tout sans un seul élément de maillage. Et du coup, ça soulève une réflexion finale très stimulante. Si on a dû déployer toute cette machinerie neuronale et d'optimisation juste pour résoudre un problème statique en une seule dimension, comment vont s'adapter ces règles fondamentales quand on va intégrer des choses comme l'espace, le temps ou l'équation de la chaleur ? La puissance de ces architectures face aux systèmes dynamiques complexes reste un immense terrain de jeu à explorer. C'est là que l'aventure commence vraiment.